Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations que nous avons retenues pour la région, suivies d'une entrevue avec M. Martin Dulac, maire de McMasterville, qui nous dresse un portrait des actualités de la ville. M. Philippe Vaillancourt, chargé de projet chez POSA Source des Monts, nous parle du programme J'ai faim tous les jours. Madame Isabelle Labrec de la Fédération québécoise de camping et caravaning nous partage des rappels de sécurité pour les propriétaires de véhicules récréatifs. Finalement, Madame Julie Lucier, mairesse de Saint-Charles-sur-Richelieu, nous parle de la décision de la municipalité d'adhérer à la stratégie québécoise d'économie de l'eau potable du gouvernement du Québec. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission! Voici vos actualités sélectionnées par l'équipe de TVR9. La Ville de Chambly est heureuse d'inviter les citoyens pour une troisième année à participer aux visites d'entretien des ruches urbaines. Ainsi, les citoyens qui souhaitent en apprendre davantage sur la vie des abeilles pourront participer aux visites animées par Mellifera, école d'apiculture nomade, tout au long de l'été aux quatre coins de la municipalité. Ces ateliers gratuits sont un moment idéal pour poser vos questions en lien avec l'apiculture. Les visites auront lieu toutes les 2 fins de semaine et jusqu'au 3 novembre dans les 7 sites accueillant les ruches urbaines. L'horaire complet est disponible sur le site de la Ville de Chambly. Les citoyens pourront également participer à un atelier d'extraction du miel le samedi 5 octobre au pôle culturel de Chambly. Toujours du côté de Chambly, la Ville a annoncé que les pompiers de son service d'incendie endossent le rôle de premier répondant depuis le 6 juin dernier. Cette décision marque ainsi une avancée significative dans la capacité d'intervention d'urgence de notre communauté. Les pompiers de Chambly seront équipés et formés pour fournir les services de premiers soins de stabilisation dans des situations d'urgence vitale en attendant l'arrivée des services médicaux spécialisés comme l'ambulance. Ce service de premier répondant de certification de niveau 2 s'intègre dans la chaîne d'intervention préhospitalière, permettant ainsi une réponse plus rapide et efficace aux situations critiques. Cette extension de leur responsabilité entraînera plus de 400 appels supplémentaires par année, soulignant ainsi leur engagement à servir et à protéger la communauté. On vous rappelle que pour toute situation urgente, il est primordial de composer le 911. La MRC de la vallée du Richelieu, le gouvernement du Québec, la Fédération québécoise des municipalités et Fonds locaux de solidarité FTQ ont annoncé la création d'un fonds visant à soutenir les entreprises œuvrant sur le territoire de la MRC-VR. Le Fonds local de solidarité, le FLS, aura comme objectif d'accélérer la réalisation de projets de démarrage, d'expansion et d'acquisition d'entreprises sur le territoire. La MRC a investi dans son FLS une somme de près de 250 000 $. La société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ contribue quant à elle en offrant un effet de levier de 5 fois la contribution du milieu sous forme de crédit variable à l'investissement. Rendez-vous sur le site de la MRC-VR pour tous les détails. Dans le but de favoriser les saines habitudes de vie et créer des relations privilégiées entre les jeunes, la Ville de Saint-Basile-le-Grand met en œuvre un nouveau projet rassembleur, Dans ma rue, on joue. Grâce à ce projet pilote d'une durée de 2 ans, les citoyens résidant dans certaines rues du territoire pourront faire la demande à la Ville afin que leur voie de circulation devienne une zone de jeu libre pour les jeunes citoyens souhaitant s'y regrouper et bouger ensemble. Au terme du projet, en fonction des commentaires reçus, le conseil municipal pourra décider de reconduire ou non son projet pilote. Ainsi, pour les rues ou portions de rues qui seront désignées comme une zone de jeu libre à la suite du processus d'approbation, la signalisation sera ajoutée pour sécuriser la zone. Les jeunes de Saint-Basile pourront donc y jouer entre 7 h le matin et jusqu'à 30 minutes après le coucher du soleil. Pour tous les détails ainsi que pour faire une demande pour votre rue, consultez le ville-sblg.ca/on joue. La Ville de McMasterville est heureuse d'annoncer le retour de la récolte marché agroalimentaire pour une 4e saison consécutive cette année. Le marché mobile sera présent au stationnement du parc Gilles Plante près du boulevard Constable et de l'Hôtel de Ville tous les mardis de 13 h à 18 h 30 dès maintenant et ce jusqu'à la fin octobre. La récolte est un marché mobile solidaire qui se déplace dans différentes municipalités de la vallée du Richelieu pour rendre accessible aux personnes qui y résident les aliments maraîchers et du terroir qui sont produits dans la région. Les objectifs de la récolte? Lutter contre l'insécurité alimentaire en facilitant l'accès aux produits frais, sains et abordables à des populations en situation de vulnérabilité,
éduquer et sensibiliser à une saine alimentation, à l'achat local et au gaspillage alimentaire et finalement favoriser la croissance du secteur agroalimentaire local et sa mise en valeur. C'était vos actualités TVA. Nous sommes en compagnie de M. Dulac, maire de McMasterville. Bonjour, M. Dulac. Bonjour, merci de m'accueillir dans vos studios. Bienvenue. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler un peu de tout ce qui se passe dans la ville de McMasterville et en commençant par le centre aquatique. Oui, en fait, avec l'approche de l'été qui s'en vient, il y a beaucoup d'activités qui sont en préparation à McMasterville. D'ailleurs, je vous annonce que notre piscine qui fait fureur au cours de l'été sera ouverte en préouverture à compter du 15 juin prochain et pour l'ouverture officielle le 22 juin et ce jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, on attend les gens en grand nombre profiter de cette belle infrastructure. Puis, il est toujours temps de s'inscrire aux cours de natation. Donc, des cours débutants, des cours intermédiaires jusqu'aux cours de sauveteur. On va consulter l'information sur le site web pour en savoir davantage et procéder à son inscription. Et la piscine est ouverte pour la saison estivale en entier cette année encore? Oui, absolument. Donc, la piscine qui va être ouverte 7 jours sur 7, donc avec un horaire là, qui est encore une fois disponible sur le site Internet de la municipalité où on trouve beaucoup d'informations. Et on est prêt à accueillir les gens. Notre équipe de sauveteurs a très hâte de mettre l'épaule à la roue pour accueillir la population. Et c'est un endroit aussi où vous allez accueillir la récolte, le marché, c'est ça? Oui, le marché La Récolte qui revient encore une fois cette année. Donc, très heureux là, de pouvoir offrir ce service-là aux citoyens. Ça sera, comme l'année dernière, à tous les mardis, à compter de 13h30 jusqu'à 19h30. Donc, on attend les gens qui veulent venir profiter des produits locaux qui sont offerts par La Récolte. Toujours agréable là, de venir chercher des produits frais à proximité de la maison. Ça se passe dans le stationnement du parc Gilles Plante, à proximité de l'hôtel de ville. Et aussi, d'ailleurs, dans ce secteur-là, il y a des pistes cyclables qui vont avoir des travaux à venir. Effectivement, le secteur du boulevard Constable va être l'objet de travaux cette année. Donc, des travaux qui visent la sécurisation des déplacements actifs de nos jeunes qui se rendent à l'école La Farandole. Donc, il y aura installation d'intersections surélevées à plusieurs intersections sur le boulevard Constable. C'est des mesures d'atténuation de la vitesse qui est une préoccupation dont nous font part plusieurs citoyens. Donc, on est à l'œuvre là, pour mettre en place des mesures. On va également prolonger la piste cyclable du boulevard Constable entre les rues Peter et W. McMaster et faire une nouvelle section de piste cyclable sur les rues W. McMaster et Albert Gamble qui va nous permettre là, de vraiment lier le parc Gilles Plante avec le parc des élus. Donc, vraiment intéressant là, pour nos jeunes de pouvoir se déplacer en toute sécurité dans la municipalité. Comme je le disais, les travaux vont avoir lieu cet été pour une période de quelques semaines. On va être prêt pour la rentrée pour encourager nos jeunes à se déplacer en mobilité active pour se rendre à l'école. Et d'ailleurs, vous parlez de mobilité active. Vous êtes une ville qui fait beaucoup de liens avec l'environnement et la mobilité durable et tout. Et vous avez un programme en lien avec ça pour un enfant, un arbre lors d'une naissance? Oui, effectivement. Donc, depuis quelques années, il y a des montants qui sont dédiés dans la municipalité pour la plantation d'arbres. Puis c'est visible, là, on le voit de plus en plus dans nos parcs, dans nos espaces publics. Donc, dès qu'on a de l'espace, on veut en profiter pour augmenter la canopée. Donc, on sait que les arbres sont très importants là, en milieu urbain. Donc, on s'efforce à planter le plus d'arbres possible. Puis, une façon d'encourager la plantation d'arbres chez nos citoyens, c'est d'avoir mis en place le programme Une naissance, un arbre. Donc, lorsque les gens accueillent un nouveau poupon dans la famille, on les encourage à communiquer avec nous pour réserver leur arbre. Donc, c'est une façon là, de réellement prendre racine dans la municipalité. Ça aide aussi un peu à éliminer les îlots de chaleur. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus ciblés dans la ville? Bien, c'est reconnu que les arbres en milieu urbain là, ont beaucoup de bénéfices, là, que ce soit pour effectivement la réduction des îlots de chaleur, la purification de l'air. Donc, on est conscient de ça. Ça fait partie des bonnes pratiques urbanistiques aussi d'avoir une ville qui est verte là, avec de nombreux arbres.
On vise tous les espaces dans la municipalité, donc dans nos parcs, dans les espaces publics qui sont actuellement gazonnés, dans le parc du Ruisseau-Bernard aussi, où on a perdu plusieurs arbres en raison de la grille du frêne. Donc, il y a vraiment une volonté là, d'augmenter la canopée dans le secteur urbain de McMasterville. Donc, les citoyens ont amplement le choix à McMasterville. Merci, M. Dulac, d'être venu à notre studio aujourd'hui. Un grand plaisir. À la prochaine. Notre journaliste Lynne-Marie Lorrain s'est rendue chez Posa Source des Monts pour la production d'un documentaire d'1h30 disponible sur tvr9endirect.com. Voyez ici un extrait de son entretien avec M. Philippe Vaillancourt, travailleur social et responsable du programme J'ai faim tous les jours. Philippe Vaillancourt, vous êtes responsable de J'ai faim à tous les jours. Exactement. Qu'est-ce que c'est comme service? J'ai faim tous les jours, dans le fond, c'est qu'on nourrit des jeunes à l'école, dans les écoles primaires et secondaires. Des jeunes qui, malheureusement, c'est des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc qui n'ont pas nécessairement des sous pour les lunchs. Alors, on fournit des lunchs, on fournit des collations aussi. Puis on fournit aussi des coupons. On a un partenaire, pour J'ai faim, on a un partenaire officiel qui est le IGA à Chambly. Donc, lui, il nous donne des coupons. Et puis, on donne ça dans les écoles secondaires pour justement qu'il y ait des collations. Qu'est-ce que vous dites de la sécurité alimentaire présentement? Ouf, c'est pas facile. C'est pas facile. Tout a augmenté, les prix ont augmenté, les gens donnent moins. Tu sais, je veux dire, on réussit quand même à nourrir les jeunes. Là, en ce moment, on a 58 jeunes qu'on nourrit dans les écoles. Comment vous en êtes venu à créer le service J'ai faim tous les jours? Bien, c'est pas moi, c'est Serge Allaire. Serge Allaire a créé J'ai faim tous les jours, et puis c'était pas avec Posa. Mais à un moment donné, il y avait tellement d'écoles, tellement de jeunes, il était tout seul pour faire tout ça. Donc, il est venu voir Posa, et c'est devenu un service de Posa. Vous êtes aussi dans une multitude de services là, ici Absolument, à Posa. ouais. Vous n'êtes pas seulement responsable de J'ai faim tous les jours. Si vous me faites un portrait là, de tout ce que vous faites ici. Oui, rapidement. Ben, dans le fond, moi, j'ai été engagé pour cofonder la maison Stéphane Fallu avec Sandra, Serge Gélina et le reste du conseil d'administration. Donc, on a fondé ça il y a 2 ans. Je suis intervenant en toxicomanie. Je donne des ateliers dans les cours du programme Pause qui est en haut. Et puis, je m'occupe de J'ai faim tous les jours et toutes les levées de fonds et événements qui se passent au Posa. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Absolument. Oui, exact. Ouais. On va revenir à J'ai faim tous les jours. Comment sont référés les jeunes qui bénéficient, les 58 jeunes? Des fois, là? ça peut être le CLSC, des fois, ça peut être l'école. Souvent, la plupart du temps, c'est le service de garde. Le service de garde va m'appeler, va me dire j'ai un jeune. Là, on vérifie, voir. Moi, je parle avec la famille, voir si vraiment on a le besoin ou non. Si c'est le cas, bien, on regarde est-ce que c'est 1 jour, 3 jours, 5 jours par semaine. Et puis après ça, à ce moment-là, moi, quand j'accepte, j'en parle avec Sandra, la directrice générale. Quand les deux, on accepte, bien là, on appelle le service de traiteur et puis on dit combien de jours servir les repas à ce jeune-là. Il y a déjà des banques alimentaires sur le territoire. En quoi c'est pertinent d'avoir un service J'ai faim tous les jours, même s'il y a déjà des banques alimentaires qui peuvent desservir ces familles-là? Bien, malgré le fait qu'il y a des banques alimentaires, il reste vraiment des familles pour vrai qui ont des difficultés à rejoindre les deux bouts. Et puis, tu sais, des fois, on sait jamais ce qui peut arriver. Des fois, il y a une bad luck qui arrive dans la famille, ça coûte cher. Des fois, tu sais, ça ne veut pas dire qu'on va donner le service à toute l'année scolaire aux jeunes. Des fois, c'est juste pour dépanner. Mais oui, on a une banque alimentaire juste en face, sur les sources du bassin. Mais il me semble que c'est pas assez. Si on regarde la tendance, ça ira pas mieux dans les prochains mois. Le loyer, c'est une dépense qu'on doit faire, le chauffage, l'électricité. Donc, c'est toujours l'alimentation qui écope. Oui, absolument. Bien, écoutez, on va être là, même si ça devient de plus en plus dur. On va travailler plus fort, on va faire plus de levées de fonds, on va faire plus d'événements. C'est important qu'un jeune arrive à l'école le ventre plein et qu'il puisse dîner. Vous parliez de levée de fonds. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient comme activité? La prochaine levée de fonds est au mois d'octobre. Oui, au mois d'octobre, je crois que c'est le 17. C'est le show de Stéphane Fallu et ses invités qu'on fait à chaque année sur le pôle culturel. Est-ce que vous avez besoin de bras aussi, de bénévoles? On a toujours besoin de bénévoles, c'est sûr, pour plusieurs choses ou dans plusieurs services aussi de Posa. Parce que Posa a plein de... C'est comme une pieuvre, hein? Il y a plein de services. Donc oui, on a besoin de bras, on a besoin des gens pour toutes sortes de choses. Donc ils peuvent nous appeler, ça va nous faire plaisir. On va les accueillir à bras ouverts, c'est sûr. Qu'est-ce que ça change dans le parcours d'une vie pour un jeune
d'avoir un repas à tous les jours. C'est garanti que je vais avoir un dîner aujourd'hui. Bien, premièrement, ce que ça change, c'est que le jeune est moins stressé parce qu'il sait qu'il va avoir son repas. Deuxièmement, de la façon qu'on le fait avec le service de traiteur, personne dans l'école sait que la famille n'a pas d'argent. Donc, c'est une nouvelle façon qu'on fait la distribution des repas. Puis après ça, bien, c'est sûr que le ventre plein, c'est toujours mieux que le ventre vide. Hein? Ça étudie mieux. Ça étudie mieux, puis même, ça joue mieux dans le cours de récréation aussi. Puis, quand la seule affaire que tu penses, c'est que tu as mal, tu as faim, tu veux pas t'amuser, ta tête n'est pas là. On veut juste que le jeune soit bien, puis puisse faire ce qu'il a à faire dans la journée à l'école. Philippe Vaillancourt, merci. Mais ça me fait plaisir. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule récréatif, vous êtes probablement excité à l'idée de déremiser votre VR pour profiter de la saison estivale. Et on est avec Mme Isabelle Labrec de la Fédération québécoise de camping et caravaning. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes ici tout d'abord pour nous faire un rappel sur la sécurité pour les propriétaires. Exactement. Donc, quand on a un véhicule récréatif, que ce soit un petit classe B ou un gros classe A, c'est important de suivre des règles de sécurité. Tu le parlais, le déremisage, c'est bien important. Il y a des règles à suivre pour justement s'assurer que tout fonctionne bien, pour être capable de bien profiter de son loisir tout au long de la saison estivale. Oui, et la Fédération offre un lot de formations pour les propriétaires de véhicules. Exactement. On parlait de déremisage, il y a aussi le remisage. On offre aussi des formations sur l'entretien général de son VR, mais aussi sur le réseau électrique, le réseau de plomberie, les panneaux solaires, la capacité de charge aussi de son véhicule récréatif. Tout ça, dans le fond, c'est dans le but de protéger son investissement, mais assurer la sécurité de tous. Des cours qui est bien aimé pour les nouveaux propriétaires de VR ou même pour ceux qui sont propriétaires depuis un petit peu plus longtemps, mais qui veulent avoir un petit peu plus de sécurité. C'est le cours de conduite de VR. Donc, un cours qui est bien apprécié, cours pratique en salle, théorique en salle et puis pratique dans son propre véhicule récréatif. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus? Je veux dire, moi, j'ai mon cours de conduite. En quoi ça diffère? Et là, je sais qu'un véhicule récréatif, parfois, ça peut être immense. Donc, est-ce que c'est ça, surtout, là, c'est de pouvoir bien se déplacer dans son véhicule? Exactement. Comment bien manœuvrer notre véhicule récréatif? La distance de freinage, bien, vu qu'on a quelque chose de plus long, de plus gros, bien, elle est plus longue. Donc, comment on va aborder le freinage, les tournants, comment bien reculer son véhicule, alors, ou bien regarder pour assurer sa sécurité, mais celle des autres aussi sur la route. Oui, et c'est qui offre ces formations-là? Donc, nous, on a des professionnels, on a des formateurs chevronnés qui sont accrédités par le gouvernement pour être formateurs chez nous. Donc, des gens d'expérience qui ont roulé eux-mêmes longtemps en VR. Donc, ils ont la capacité de bien conseiller les gens, de bien les encadrer pour, je le disais tantôt, protéger son investissement, la sécurité des gens, mais aussi, étant donné que la SAC n'exige pas un permis de conduire spécial pour les VR, mais si on veut conserver ce privilège-là, bien, c'est important que les gens suivent les règles de la sécurité. Oui, bien évidemment. Puis, est-ce que vous avez vu une hausse, une croissance des inscriptions dans ces formations-là depuis la pandémie? Parce qu'il y a eu aussi une croissance d'achat de véhicules récréatifs, les gens qui restaient au Québec pour voyager? Bien, en fait, on est assez stable au niveau des inscriptions. Nous, on souhaiterait avoir encore plus de gens, justement, pour être capable de dire au gouvernement, à la SAC, bien, écoutez, il n'y a pas de problème, on peut continuer à conserver notre permis de véhicule de promenade pour conduire des grands véhicules là, comme les grands classes A. Et quels sont les autres services qu'on peut découvrir à la Fédération? Donc, à la Fédération, on représente 56 000 campeurs, donc 56 000 membres qui profitent de tous nos avantages. Donc, d'avoir des rabais justement pour les formations. Les membres bénéficient d'un 30 de rabais pour les formations à la Fédération. Mais aussi, on a plus de 2000 partenaires chez qui les gens peuvent économiser. Donc, la vie coûte cher. Alors, la Fédération donne un petit coup de main là, aux campeurs, aux membres de la Fédération
d'en avoir encore plus pour leur argent. Et on tient à rappeler que la sécurité, c'est la priorité. Et j'en profite pour inviter les propriétaires à venir découvrir notre belle Montérégie, spécifiquement la vallée du Richelieu. Il y a tellement de beaux endroits à découvrir. On en profite, on est proche de la grande ville également. Donc, si vous voulez jouer aux touristes, c'est le moment. Merci beaucoup, Madame Labrette. Merci. Le mois de juin, c'est le mois de l'eau. Madame Lucier, mairesse de Saint-Charles-sur-Richelieu, est avec nous pour en discuter. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Bienvenue. Tout d'abord, vous avez, entre autres, inscrit votre ville à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable en 2019. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, on trouvait ça important que de sensibiliser la population à la consommation d'eau, mais aussi à cette richesse-là qui peut devenir un enjeu à long terme. Fait que déjà, en adoptant cette stratégie-là, on vient aider à protéger cette ressource-là. Parce que la municipalité avait quand même déjà des règlements pour encadrer l'eau potable. C'est plutôt cette stratégie-là a amené à adopter un règlement qui pour encadrer l'utilisation, pour aider aussi à sensibiliser la population à leurs gestes de tous les jours qui des fois, pourraient nuire à cette ressource-là à long terme. Quel exemple de gestes les gens pourraient adopter pour avoir une consommation vraiment responsable et consciente de cette ressource qui est limitée-là? Bien, déjà là, juste penser à l'utilisation pour l'extérieur, l'arrosage. C'est sûr que là, il faut l'utiliser de façon le plus utile pour soit le gazon s'il est fraîchement planté ou le jardin. La municipalité a vraiment fait un travail pour essayer de trouver selon le type, que ce soit mécanique ou manuel, mais pour ne pas surcharger le réseau. On a des périodes d'arrosage qui étaient titrées. C'est sûr que l'arrosage du pavage, bon, c'est interdit. On recommande plutôt d'utiliser le balai, toute autre chose que l'eau. On a aussi, bien sûr qu'avec les puits, de ramasser l'eau de pluie pour arroser les terrains, c'est toujours préférable. Utiliser juste les toilettes, changer les toilettes pour un débit réduit. C'est des gestes qui sont simples, mais qui peut aider la planète là, pour conserver notre eau potable. Parce que Saint-Charles, c'est une ville quand même très nature. Donc, est-ce que les citoyens répondent positivement à cette stratégie d'économie d'eau-là ou si vous devez plutôt aller cogner aux portes pour forcer un peu la note? On fait de la sensibilisation, là, autant dans les réseaux sociaux que dans nos activités. La population sont conscientes de cette richesse-là. On a du monde qui s'informe, c'est quand ils peuvent arroser. Ils savent déjà qu'il y a une réglementation puis qu'on ne peut pas l'utiliser l'eau en tout temps. Fait que là, il y a déjà une préoccupation au niveau de la population là-dessus. La technologie vous vient un peu en aide avec les codes QR, les affiches. Ça permet d'aller chercher les gens dans leur foyer pour qu'ils puissent faire leurs propres recherches par la suite. Donc, il y a des affiches dans la ville? Oui, on a des affiches sur nos rues avec un code QR pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. On a toujours le site Internet de la municipalité. On utilise les médias, toutes sortes de médias sociaux pour les rejoindre. Là. Donc, l'objectif premier serait de diminuer la pression sur les installations municipales, entre autres? Bien, c'est de réduire en premier notre consommation d'eau de 20 pour d'ici 2030. 20 Fait que là, déjà là, étant donné que c'est une richesse, on sait que le Québec, c'est un endroit qui a beaucoup d'eau, mais cette richesse-là peut être problématique si on ne fait pas attention. Il y a des cas de sécheresse, il y en a qui n'ont pas l'eau courante. Ce n'est pas notre cas dans notre municipalité, mais ça pourrait arriver si on ne fait pas attention ou juste le niveau de l'eau, notre qualité de l'eau pourrait être mis... pourrait être... comment dire ça? Notre qualité de l'eau pourrait être mise en péril si on ne fait pas attention. Si le niveau des rivières réduit, eux autres, il va falloir qu'ils fassent plus de traitement. Ça va amener un coût supplémentaire à notre réseau pour le traitement de ces eaux-là, qui est une richesse. Là. Et quel outil vous allez utiliser pour essayer de voir, pour déterminer si le 20 a été atteint? Bien, la municipalité, quand ils ont fait l'implantation de l'aqueduc, ont installé des compteurs d'eau. Fait qu'on sait déjà l'utilisation que nos citoyens font, mais aussi tous ceux qui font partie
la régie. Fait que déjà là, on va pouvoir voir l'évolution de la consommation. On a déjà, chaque fois que on pourrait dire que le citoyen reçoit le compte de taxe, il y a tout le temps un coût minimum d'utilisation qu'on trouve normal et le citoyen paye après son surplus d'utilisation. Fait que déjà là, le citoyen a une idée que s'il veut réduire, ce serait en réduisant sa consommation, il va aussi faire une économie au niveau de ses taxes. Et en terminant, Mme Lucie, avez-vous un petit mot pour la rivière Richelieu? Bien, la rivière Richelieu, c'est une richesse naturelle qu'on essaye de mettre en valeur, autant nous, la MRC, que les municipalités. Puis on souhaite que la population le réalise assez rapidement pour le protéger le plus possible. Et merci, Mme Lucie, pour avoir donné toutes ces explications. Merci. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Notre équipe est toujours à la recherche de bénévoles autant devant que derrière la caméra. De plus, si vous avez un intérêt pour la politique municipale, notre émission Conseil en bref est à la recherche d'une équipe d'animateurs ou d'animatrices qui pourront se relayer chaque semaine. Il s'agit d'une expérience d'animation et de journalisme des plus enrichissantes. Écrivez-nous dès maintenant. Sur ce, bonne semaine à tous.